Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur ce nouvel outil, ce webinaire. C'est le premier pour nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Nous Alors, allons vous... ce qu'on vous propose, c'est peut-être d'attendre encore quelques petites secondes avant de démarrer. Les retardataires, il y en a toujours, en tout cas ça arrive souvent. On va regarder à combien nous sommes. Bonjour Claire, je dis bonjour au premier, je ne dirais pas forcément bonjour à tout le monde. Bonjour Claire, bonjour Corinne. Bien, je propose qu'on démarre maintenant de manière à pouvoir tenir à peu près le timing. On va vous parler aujourd'hui d'un sujet qu'on a estimé important cette rentrée 2021, c'est la mobilisation, la remobilisation de vos managers de proximité, des managers en général, mais des managers de proximité en particulier. Il nous semble qu'effectivement, c'est un vrai sujet en cette rentrée 2021, après cette période compliquée que nous avons rencontrée. Et donc, on a estimé que ça pouvait faire l'objet effectivement d'un webinaire. L'idée étant de vous donner quelques trucs et astuces pour vous aider à garder la motivation et la mobilisation des managers. C'est ça, François. Donc, effectivement, on est on est dans un contexte un petit peu particulier, puisque, en fait, même si les indicateurs repassent un petit peu au vert, même si les choses semblent paraître, en tout cas, repartir comme il le faut, on se dit qu'effectivement, il y a eu une crise. Cette crise, elle a marqué profondément les esprits. Il s'est passé beaucoup de choses pour les équipes, beaucoup de choses également pour les managers. Et donc, effectivement, ça nous semblait utile de se repositionner dans notre management, pas forcément de vouloir absolument changer notre management, mais en tout cas de l'adapter à la situation et en tout cas de se donner toutes les chances de faire la meilleure des rentrées possibles. Donc, on partage notre donc, diaporama avec vous. J'espère que tout le monde le voit. Donc, très vite, peut-être, pour démarrer, c'est vrai que c'est toujours important pour se présenter. Hein. Donc, je m'appelle Jean-Luc Willem. Je suis consultant, formateur, coach en management et en organisation. Je travaille donc au sein du cabinet TGS France. Et donc, je serai un des deux intervenants. En fait, on a décidé avec François de se répartir un petit peu les rôles et puis, pourquoi pas, de pouvoir réagir un petit peu sur ce que dit l'un et ce que dit l'autre. Hein. Donc, on va rebondir un petit peu comme ça sur nos idées, si vous le voulez bien. Ce sera plus sympathique et plus interactif et puis sûrement aussi un petit peu plus vivant pour vous. Alors, de temps en temps, comme on est bavard, on peut avoir des périodes de monologue, mais en général, ça se passe plutôt bien. Donc, vous avez déjà un échantillon, effectivement, de ce que nous sommes l'un et l'autre. Voilà, donc moi c'est François de Villeneuve, je suis donc coach, je suis consultant RH en organisation et en management. Et je travaille dans ce métier depuis 10 ans, après une longue vie dans l'entreprise à différents postes de management. Alors n'oubliez pas que vous pouvez réagir en direct, hein, donc en posant des questions si vous le souhaitez. Bien sûr, en fonction du nombre de personnes, on ne pourra pas forcément répondre à toutes vos interrogations, toutes vos questions. On les gardera d'ailleurs plutôt, si vous le voulez bien, pour la fin, hein, de manière à ce que notre déroulé soit le plus fluide possible. Et puis, bon, on essaiera de faire plaisir à tout le monde et de répondre en tout cas aux questions qui reviennent de façon un peu récurrente dans ce que vous allez dire. Rapidement, on va vous présenter un peu ce que nous faisons chez TGS. TGS, c'est vraiment un cabinet qui a décidé de... Alors d'abord, nous faisons partie d'un cabinet dans lequel il y a des experts comptables et des avocats, donc plutôt un cabinet d'audit. Et il y a une branche consultant RH. Cette branche consultant RH s'est donnée comme mission vraiment de replacer la personne au cœur de la vision stratégique de l'entreprise, avec deux grands axes, hein, agir sur les hommes et agir sur la structure et les organisations. Voilà. Donc, partager les valeurs et donner du sens à l'entreprise, recruter, former, ajuster les comportements, accompagner et adapter les outils. Vraiment, on travaille aussi sur la fluidité. On essaie de fluidifier les processus et puis avoir une gouvernance qui permette d'être le plus efficace possible. Voilà en quelques mots. Quelques commentaires préalables. Donc, alors, on va dire des choses parfois de manière un petit peu
alors je l'espère pas brutale, mais en tout cas de manière parfois un petit peu radicale. Donc nous affirmons, nous assumons bien sûr notre volonté d'être vrai, hein, notre métier de consultant. On a un petit peu d'expérience, comme vous l'avez compris avec François. Notre métier, c'est de dire les choses, c'est de permettre aux organisations et aux entreprises avec lesquelles on travaille d'avancer de manière concrète. Donc ne nous en veuillez pas si parfois on a un discours vrai qui peut être perçu comme un peu à l'emporte-pièce, hein, comme on dit, mais toujours avec bienveillance, bien sûr. Nos analyses, bien sûr, nos recommandations, ce que l'on va vous dire, s'appuie sur nos expériences du terrain. C'est vrai qu'on a la chance avec François, hein, depuis déjà quelques années, on a la chance d'aller dans beaucoup d'entreprises différentes, dans des secteurs d'activité différents, et avec peut-être une particularité, c'est qu'on s'intéresse depuis déjà quelques années en particulier à cette cible qu'on va développer aujourd'hui, en tout cas cette population pour laquelle on va s'exprimer aujourd'hui, que sont les managers de proximité. Et cette rentrée 2021 nous a amené déjà à tirer des conclusions. Voilà, ça fait quelques semaines à peine que nous sommes rentrés, mais nous voyons déjà qu'il y a des problématiques importantes. C'est pour ça qu'on a souhaité les soulever aujourd'hui. Absolument. Donc le management, en même temps, c'est un vrai sujet, hein. Donc évidemment, on ne va effleurer que quelques aspects. Et alors, plus dans ce webinaire que de vouloir changer le management, il s'agit véritablement de se dire qu'est-ce qu'on peut peut-être compléter ou revisiter dans notre management après cette crise, hein, que nous avons vécue. Bon, je dis après parce que on n'est plus vraiment complètement dedans, même si elle n'est pas complètement terminée. Je crois que tu voulais faire un quiz. Alors, je voulais faire un quiz. Alors, bon, en même temps, un quiz sans forcément attendre systématiquement vos réponses. Voilà, on l'a pas fait sous la forme d'un comment je veux dire d'un sondage, mais voilà, on va se poser 3 questions et on va essayer de voir avec vous si vous avez une idée de réponse. Donc, dans un dernier baromètre donc sur l'absentéisme, hein, un groupe important dans le secteur de la protection sociale a fait le constat que le nombre de salariés en arrêt de travail entre janvier et mai 2021, c'est ça, hein, a augmenté. Alors, on aurait pu vous poser la question, mais encore une fois, on ne va pas forcément attendre vos réponses. 20, 30 ou 40%. Moi, je dirais comme ça, instinctivement, plutôt 20%, ça me paraît déjà énorme. Oui, mais alors je subodore, François, que tu connais déjà la réponse. Je ne suis pas sûr. Alors en fait, ben non, du coup, hein, donc du coup, effectivement, la bonne réponse, c'était 30%. Et évidemment, en tout cas, la réponse est intéressante parce qu'elle permet de voir que le Covid-19 est la première des causes durant toute cette période, avec un pic même qui a dépassé les 50% en fait en avril 2021. Oui, quand même. Et puis la deuxième question qu'on vous pose, hein, auquel on vous demande de faire une petite introspection, c'est la crise sanitaire a eu un impact. Alors cette fois, on parle de la santé mentale ou en tout cas la santé psychologique des salariés. Elle a eu un impact à hauteur, à votre avis, de 14, de 22 ou de 41%. François, tu dirais quoi? Ouais, si tu as gardé la même logique que tout à l'heure, on va être à 22%, j'imagine. Alors en fait, le chiffre exact, François, il est de 41%. 41%. Alors évidemment, ce sentiment est d'autant plus marqué qu'effectivement, à un moment donné, il y a pu avoir pour certains, pour certaines, une situation particulière, hein, d'isolement social, une situation financière un petit peu délicate, voire malheureusement pour certains un deuil. Ouais. Voilà, donc on est sur un vrai sujet, on est sur un sujet effectivement important, on est sur un sujet sérieux. Hein, et évidemment, ça pose la question également, puisqu'on parle des managers de proximité, puisqu'on parle de renforcer le management de nos managers de proximité, on est en train de parler aussi à un moment donné dans ces 41%, quelle est peut-être la part aujourd'hui des managers de proximité, quelle est leur situation, comment eux vivent à un moment donné cette crise, comment ils ont vécu cette crise, et bien sûr c'est de ça dont on va parler. Comment elle les impacte en réalité. Comment elle les impacte, et puis comment surtout il va être utile, important dans les jours, dans les semaines qui arrivent, de les aider et de faire en sorte qu'ils puissent gérer au mieux cette reprise, qu'ils puissent gérer au mieux. On parlait tout à l'heure de reprise, je disais effectivement quelques indicateurs semblent au vert concernant la reprise économique, mais encore faut-il accompagner le management, encore faut-il accompagner aujourd'hui nos managers de proximité qui sont, je le rappelle, hein, François, les personnes en termes de management qui sont souvent les plus proches des gens de la base, hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça, les gens de la base, des gens qui bien souvent sont en contact ou en prise directe avec le client, donc c'est intéressant de s'intéresser en particulier à cette population-là.
En fait, c'est un point de tension entre l'organisation et la dimension humaine de l'entreprise. Exactement. Exactement. Donc, il faut effectivement faire attention à vérifier qu'ils ont tout ce qui peut les aider à tenir le coup dans cette période un peu compliquée et puis pouvoir continuer leur mission. Exactement. Il y avait une question 3. Hein. La question 3, c'était… oui. Excuse-moi François, je vois que tu es pressé, mais question 3 qui était « Et alors ?» Donc, il est urgent effectivement de transformer cette crise en opportunité. Hein. C'est vrai qu'on peut… on peut à un moment donné vivre une crise de différentes manières, on peut la subir, on peut aussi essayer de voir comment en faire quelque chose d'intéressant et qui permette surtout de rebondir. Et puis surtout, nous pensons chez TGS France qu'il serait finalement assez risqué d'attendre que tout redevienne comme avant. C'est assez peu probable parce qu'on a quand même connu des changements assez profonds avec la mise en place d'un certain nombre de nouvelles pratiques. En particulier, évidemment, quand je dis ça, j'imagine tout le monde pense au télétravail. Et donc, vraisemblablement, François, on ne reviendra pas 2 ans en arrière. On va être obligé de vivre maintenant et d'adapter ou de s'adapter à de nouveaux outils, à de nouvelles pratiques, à de nouvelles façons de faire. Oui, dans les pratiques que l'on peut voir aujourd'hui chez un certain nombre de nos clients, il y a ceux qui ont un peu fait le dos rond en se disant voilà, c'est une crise, elle va passer et on va revenir à la vie d'avant. C'est une expression qu'on entend beaucoup. Je crois qu'il faut être réaliste, la vie d'avant n'aura pas lieu, nous ne retournerons pas en arrière. Et donc il est important de vraiment prendre conscience des changements qui sont des changements qui vont maintenant être structurels et vont durer dans le temps. Alors François, justement, tu parles d'état des lieux. Oui. Est-ce que tu peux nous faire un rapide état des lieux? Alors, je vais rapidement, si vous êtes d'accord, vous parler un peu de ce qui a pu se passer et qu'est-ce que ça a eu comme impact sur les collaborateurs et sur les managers de proximité. Je ne vais pas refaire l'histoire, vous la connaissez, mais je vous propose peut-être un déroulé en 7 étapes. Vous savez que ce qui est difficile dans une vie d'équipe, c'est de créer cette dynamique de groupe, c'est de créer cet esprit de groupe. Et effectivement, on s'est rendu compte que cette crise du Covid a finalement agi un peu comme un Big Bang. Hein. Si on regarde, si on peut schématiser, j'ai essayé de schématiser sur ce premier schéma-là un peu ce que pouvait être l'entreprise avant cette crise de la Covid. Voilà, avec des frontières, hein, ce qui détermine une équipe, c'est des frontières bien déterminées, voilà, qui sont représentées par ces différents cercles, hein, avec le cercle le plus grand qui représente l'entreprise et puis un certain nombre de cercles à l'intérieur avec les différents services. Et on se rend compte que finalement, il y avait une certaine forme d'habitude, de routine qui était en place avec des gens qui allaient travailler dans les mêmes lieux, qui rencontraient les mêmes personnes, avec effectivement un certain nombre de tâches prédéterminées, hein, et donc finalement une certaine forme de stabilité. La stabilité ayant ceci comme intérêt, c'est qu'elle favorise la sécurité, hein, et qu'elle favorise aussi une certaine forme de confort. Ceci dit, il ne faut pas se tromper, ça a généré des choses différentes, hein, du plus et du moins. On vous a perdu. Alors attendez, parce que voilà, excusez-nous, hein, on est en train de tâtonner un petit peu techniquement. Voilà, le sentiment de sécurité, hein, voilà, un sentiment de sécurité, des repères, des routines, de la facilité, mais on voit aussi, et on l'a tous constaté, hein, c'est qu'avant cette crise de la Covid, on était déjà dans les prémices de quelque chose. On peut dire que la crise de la Covid, elle a juste accéléré un processus qui était en cours. Hein. Beaucoup d'ennuis, beaucoup de désengagement et puis beaucoup d'isolement aussi. Vous voyez, quand on parle par exemple de pratiques comme les pratiques du télétravail, c'était des choses qui étaient déjà à l'étude dans les entreprises. Donc en fait, ça n'a fait qu'accélérer le processus. Voilà, ça c'est l'étape 1, c'est l'étape d'avant ce que je vais appeler le Big Bang. Donc, le Big Bang, c'est l'étape 2. Et vous voyez, c'est ce moment où finalement tout explose. Hein. Donc, en clair, tout le monde se souviendra du 19 mars 2020 comme le jour où on leur a demandé de rester chez eux, de se cantonner chez eux. Hein. Et finalement, avec 2 catégories de collaborateurs dans les entreprises, ceux qui sont priés de rester chez eux et de se protéger, et puis la deuxième catégorie qui est priée, entre guillemets, de se sacrifier, hein, pour l'intérêt commun. Je pense aux caissières, je pense aux éboueurs, je pense évidemment, bien sûr, à toutes les personnes dans les services de santé, hein, et qui ont pu, du coup, développer un sentiment de sacrifice quelque part. Voilà, donc on a eu quelque chose qui est de l'ordre quand même d'un traumatisme majeur, hein, vous voyez, restriction de liberté, et puis aussi idée de la mort. Hein, on nous a quand même mis face à l'idée de la mort. Hein, si vous ne restez pas chez vous, si vous ne vous protégez pas, si vous ne protégez pas les vôtres, vous pouvez mourir. L'étape suivante, c'est l'étape qui est l'étape de l'état d'urgence. Hein. Vous savez que quand on est en état d'urgence, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de sauver l'essentiel, et là on réagit par rapport à un certain nombre de réflexes qui est de garder l'essentiel, de sauvegarder l'essentiel. Alors, je vous ai fait un schéma un peu confus dans lequel, effectivement, on voit un peu atomiser les personnes. Je ne sais pas si vous voyez
ma souris, mais vous voyez, l'idée, hein, c'est qu'ici, on a en rose, ici, les managers de proximité. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi est-ce que je les ai mis en rose, mais au moins, c'est visible. Et vous voyez qu'eux, ils se retrouvent à ce moment-là vraiment en première ligne, au front, avec les services RH, dont généralement, vous qui écoutez ce webinaire faites partie, hein, un peu au front pour essayer d'organiser un peu la survie de l'entreprise, puis essayer de ne pas perdre trop de monde malgré tout, hein. Ceci dit, sur ce schéma, on voit que dans l'état d'urgence, un certain nombre de personnes sont isolées, restent plus ou moins sans contact. On va voir que ça développe d'ailleurs chez un certain nombre de collaborateurs le sentiment de l'utilité de leur travail. Finalement, on est dans une situation d'état d'urgence et moi, on ne me contacte pas, on me demande de rien faire. Est-ce que mon travail est vraiment utile? Vous voyez, tout ça, tous ces processus psychologiques-là sont extrêmement importants à prendre en compte parce qu'aujourd'hui, on en a le résultat au moment de la sortie de crise. D'accord? On a les conséquences de ça. Voilà, l'étape suivante, eh ben, c'est l'étape qui nous a tous un peu surpris, hein, qui est… Alors, pardon, juste, excusez-moi, je vais trop vite. Hein, voilà, qu'est-ce que ça provoque? Ben, ça provoque effectivement un sentiment d'urgence, hein, avec de l'adrénaline, de l'action, mais aussi beaucoup d'inconfort, beaucoup d'insécurité, et puis souvent un sentiment d'isolement, hein. Voilà, avec certaines personnes qui sont effectivement trouvées très isolées, mais ça permet aussi d'avoir des opportunités, de se retrouver dans des situations dans lesquelles on a expérimenté des changements, hein, et puis des grosses remises en question. On se rend compte aujourd'hui qu'il y a eu une espèce de gamberge qui s'est mise dans la tête des personnes, hein, et qui se posent des questions, hein, avec des questions très simples sur le sens de leur engagement dans l'entreprise, le sens de leur vie, leur sens de leur vie professionnelle. Et on voit que ça a des conséquences aujourd'hui, évidemment, sur le recrutement, sur la fidélité et sur l'absentéisme qui est très fort, comme on a pu vous le dire. C'est vrai ce que tu dis, François, et ça a été une période où effectivement beaucoup de nos collaborateurs dans les entreprises se sont posés beaucoup de questions, y compris effectivement sur leur positionnement et peut-être aussi sur le fait qu'ils avaient peut-être à un moment donné intérêt à faire autre chose. Oui, c'est ça. On va dire qu'on va pouvoir parler de questions existentielles, hein. Quelle est la priorité? Vous voyez, vous avez par exemple des gens qui se sont retrouvés à s'occuper de leurs enfants et qui finalement ont trouvé que c'était intéressant de s'occuper de ses enfants, hein. Donc voilà. Bon. L'étape suivante, c'est l'étape de la survie. En fait, ce que personne n'avait prévu ou ce que personne ne voulait prévoir, c'est que cette crise allait durer un peu et qu'on allait avoir ce qu'on appelait des vagues successives, hein. Et donc, cet état d'urgence s'est transformé en état de survie. Et vous voyez que mon schéma est à nouveau très brouillon, hein. C'est que dans l'état de survie, on n'a pas encore mis en place une nouvelle structure, une nouvelle organisation pour pouvoir faire face à ce monde nouveau, hein. On est toujours dans une espèce d'urgence de survie qui est sans vraiment connaître. Vous voyez, c'est difficile, hein, quand vous êtes manager et que quand vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous devez prévoir l'avenir, et que l'avenir, on ne le connaît pas, on ne le voit pas, ben, on essaye de faire durer l'existant. Alors, on voit que dans cette étape-là, un certain nombre de personnes ont été plus mises, effectivement, plus été sollicitées que les autres. Toujours les managers de proximité qui ont quand même pris beaucoup de charges de travail à ce moment-là. On voit qu'on a essayé quand même de rattraper un certain nombre de collaborateurs, mais on voit, vous ne le voyez pas probablement parce que le schéma n'est pas suffisamment clair, mais j'ai mis des pointillés avec un certain nombre de collaborateurs et il y en a certains qui ont continué à développer ce sentiment d'isolement et d'inutilité pendant cette phase-là. Ce que ça donne d'un point de vue un peu sentimental, émotionnel, hein, de la peur, de l'isolement, du repli sur soi, de la régression. C'est clair que l'émotion dominante à ce moment-là, c'est la peur, et que la peur, c'est une émotion régressive. En clair, la peur, c'est chacun pour soi, voilà, c'est avec différents stades, moi et les miens, et puis finalement, moi tout seul, à un moment, quand vraiment la peur est à son paroxysme. Mais c'est aussi une période intéressante, parce qu'il y a eu de l'expérimentation, il y a eu l'expérimentation d'une nouvelle vie, et puis il y a eu cette question existentielle du retour à l'essentiel, finalement, quel est l'essentiel de ma vie? Et puis pour beaucoup, une charge mentale assez élevée, assez importante, ouais. Hein, et on disait tout à l'heure, du coup, à l'issue de tout ça, des gens qui, psychologiquement, sont ressortis quand même assez fragilisés. D'accord. Alors, l'étape suivante, qui est l'étape 5, c'est la sortie de crise. Clairement, c'est celle que l'on vit aujourd'hui et c'est celle sur laquelle on aimerait revenir avec vous aujourd'hui parce que nous pensons vraiment que c'est une étape à ne pas louper, hein. Quel est le sentiment? Alors, on parle de sentiment post-traumatique, hein, pour les collaborateurs, avec cette idée de mort et cette idée de ne pas avoir pu faire face seul, de ne pas avoir pu maîtriser la situation. Alors, évidemment, c'est un mot qui est un peu fort, mais malgré tout, hein, vous voyez, on a des peurs, on a des évitements, certains ont des difficultés à se concentrer, beaucoup de stress, beaucoup de pertes de repères et des troubles de comportement parfois. Alors, qu'est-ce que ça donne dans les entreprises? Comme on peut le voir, un taux d'absentéisme qui n'a jamais été aussi important,
On a aussi des comportements qui peuvent être des comportements un peu arrogants. Hein. Je vois pas mal de managers de proximité qui disent, voilà, aujourd'hui, on a des difficultés à maintenir une certaine forme d'ordre ou, vous voyez, à garder un certain cadre avec des collaborateurs qui parfois en font un peu qu'à leur tête. Et en tout cas, on ne sait jamais s'ils vont être là, pas là, on ne sait jamais comment on va s'organiser. Ce qui est effectivement extrêmement difficile parce que du coup, ceux qui sont là doivent compenser ceux qui ne sont pas là. Et donc, on est en train de mettre en danger toute la structure humaine de production de l'entreprise. Voilà, donc on voulait travailler avec vous. Alors, il y a 2 étapes dont on ne parlera pas aujourd'hui, qui sont 2 étapes supplémentaires, qui sera la reconstruction après la sortie de crise. J'ai vraiment voulu distinguer cette sortie de crise de la reconstruction, parce que la sortie de crise est vraiment une étape très importante. Et on va voir qu'on va aborder en fait tout à l'heure un peu plus la sortie de crise plus la reconstruction. L'idée étant de retrouver de la stabilité, restabiliser un petit peu l'organisation, de manière à ce que les collaborateurs puissent à un moment se sentir plus en sécurité, plus en sérénité, et vous voyez, éviter d'être le stress, c'est-à-dire d'être dans un mode de survie, mais reprendre leur capacité à prendre de la distance et à se remettre en marche vers le projet d'entreprise, enfin en tout cas à œuvrer dans le projet d'entreprise. Et puis bien sûr, derrière, il faudra consolider, c'est-à-dire qu'il faut surtout pas imaginer que ce que vous allez mettre en place là en sortie de crise, un peu dans l'urgence maintenant, peut être définitif. Hein. Il va falloir maintenant, à partir de maintenant, je crois que ça va être une règle fondamentale dans l'approche managériale de l'entreprise, c'est co-construire en permanence et adapter en permanence les situations en fonction de ce qu'on va pouvoir avoir comme événements qui vont arriver à l'avenir. Merci François, tu plantes bien le décor effectivement de la suite. Donc dans cette sortie de crise, hein, le manager de proximité, on l'a dit, va être un acteur évidemment essentiel, d'autant plus essentiel qu'on le sait, hein, concernant aujourd'hui notre fonctionnement. On a besoin d'avoir des collaborateurs qui repartent en conquête, on a besoin d'avoir des collaborateurs qui repartent à la conquête aussi de leur motivation. Donc, ce manager de proximité va jouer un rôle essentiel dans tout cela et évidemment, il ne pourra pas jouer ce rôle essentiel seul. Alors, pourquoi lui ou pourquoi elle, hein, bien sûr, pourquoi ce questionnement autour du manager de proximité? Donc, je le disais, effectivement, il est... d'une certaine manière, il est en permanence au front hein, depuis le début de la crise, depuis 2020. C'est lui qui est très largement impacté avec tout ce qui s'est passé et tout ce que cela a pu engendrer comme changement. C'est quelqu'un dont le rôle a donc considérablement évolué en quelques mois. Alors c'est vrai que parfois on parle de changement. Alors il y a parfois des changements relativement lents, des changements qui s'étalent sur plusieurs années. Là, en l'occurrence, cette population de managers de proximité a dû opérer des changements véritablement sur le court terme. Donc avec, je disais tout à l'heure, une charge mentale, sûrement d'ailleurs, comme certaines personnes qui assistent à ce webinaire, qui font partie de la fonction RH, peut-être certains des RH, forcément une charge mentale assez importante, assez conséquente. Donc évidemment, à partir du moment où on a affaire à des gens qui ont subi un peu les choses, il me paraissait intéressant avec François de voir comment on pouvait les aider. Ouais. C'est un maillon fort hein, du management, notre manager de proximité. Je disais tout à l'heure, celui qui est directement au contact des dernières personnes, souvent dans l'entreprise, avant le client. Hein, et le client, évidemment, c'est la personne. Un point de tension important. Voilà, un point de tension important. L'organisation et la dimension humaine de l'entreprise. Exactement, exactement. Et son impact, bien sûr, donc à ce manager de proximité et son impact dans la motivation, il va être essentiel. Alors, on le sait, en même temps, notre manager de proximité, il a dû faire face pendant quelques semaines, quelques mois à des injonctions qui étaient parfois un peu paradoxales, contradictoires entre valoriser d'un côté, mais savoir aussi parfois recadrer, entre faire respecter les nouvelles règles ou des nouvelles règles, mais en même temps ne pas abandonner véritablement les anciennes, atteindre les mêmes objectifs. Alors ça, c'était peut-être une particularité et une difficulté, atteindre les mêmes objectifs, mais finalement sans avoir les équipes sur place, ou en tout cas pas toujours en ayant les équipes sur place, défendre son équipe et puis en même temps défendre la direction. Donc vous voyez, un rôle pas forcément très confortable, un rôle pas forcément très évident. Et si on considère que notre manager de proximité, c'est quelqu'un qui doit à la fois être un animateur, être un formateur, être un informateur, on sait aussi
beaucoup quelqu'un qui doit motiver ses équipes. Hein. On sait qu'aujourd'hui, dans les entreprises, la performance collective, la performance d'un individu, et puis il y a les facteurs de deux choses, il y a les facteurs de compétences. Bien sûr, pour être performant, il faut être compétent, il faut savoir faire son métier, mais on sait aussi et surtout que pour être performant, il faut être motivé. Or, vraisemblablement, la motivation des collaborateurs a changé, ou les motivations ont changé, leurs attentes ont changé. Donc, évidemment, ça suppose aussi que notre manager de proximité change dans son approche du management et puisse être accompagné dans tout ce changement, en particulier par la fonction RH, évidemment, qui est toujours au plus proche des opérationnels et au plus proche des personnes qui doivent, dans une entreprise, manager et animer les équipes. En clair, ce sera un des acteurs principaux du changement. Quoi. Ce sera un des acteurs principaux du changement, absolument. Alors, l'acteur principal, d'ailleurs, si jamais je me rectifie en termes de... Absolument, absolument, François. Alors, il y a un mais, c'est qu'effectivement, c'est un acteur principal, mais il aura besoin, je le disais à l'instant, il aura besoin d'être accompagné en particulier par les RH. Alors, bien loin de moi l'idée de penser que ça ne serait pas le cas. C'est, je le disais tout à l'heure, avec beaucoup de brio, je trouve que la plupart des personnes qui travaillent au service RH, finalement, se sont un peu débrouillées de cette crise, hein, elles aussi, un peu sur le tas, comme on dit. Je trouve qu'il y a eu un travail conséquent, remarquable, de réactivité, de proactivité dans le travail des RH. Mais il y aura encore besoin, et dans les semaines qui arrivent en particulier, je vous demande effectivement de faire cet effort particulier sur cette fonction du manager de proximité, parce qu'effectivement, on va lui demander, on lui a déjà demandé, et on va continuer à lui demander de modifier, d'adapter certaines de ses pratiques managériales, hein, François. Absolument. On va lui demander de faire de nouveaux exercices. Alors, je disais tout à l'heure, il n'y aura pas de changement profond dans le management, mais il va y avoir vraisemblablement de vraies adaptations, et il va y avoir des outils, des techniques qui vont vraisemblablement évoluer. On a constaté d'une manière générale que quand on était dans un état d'urgence et qu'on était dans l'urgence du résultat, la première chose qui pâtissait, c'est le management. Donc en clair, les managers de proximité vont devoir manager. Et donc la première des précautions à prendre, c'est vraiment de leur attribuer du temps pour faire du management. Il est urgent que les managers soient détachés de toute autre chose pour pouvoir s'occuper de leurs équipes et prendre soin. Ça fait des mois, pour pas dire des années qu'on le dit, hein, oui. François. Oui. Bon, mais on sait que peut-être parfois, de temps en temps, des opportunités de la situation. Voilà, les managers oubliaient certaines choses, les managers de proximité oubliaient certaines choses, et il va être utile, important de le rappeler. Et puis je disais d'intégrer donc de nouvelles pratiques, mais peut-être aussi d'intégrer de nouvelles qualités, parce que c'est vrai qu'on demande aujourd'hui à nos managers de proximité d'être dans la remise en question, d'être dans la résilience. On leur demande effectivement d'avoir une certaine agilité. Alors évidemment, ces mots sont importants. Encore faut-il que le manager de proximité sache comment faire. Encore faut-il qu'on ait bien d'ailleurs la même traduction de ces mots-là, hein, entre à un moment donné un DRH ou un RRH et un manager de proximité, qu'on se dise bien qu'est-ce qu'on met derrière ces mots, et que évidemment on aide le manager de proximité à aller dans la bonne direction. Alors comment, pourquoi et quoi? Alors comment? J'ai envie de dire d'abord par un soutien clair de la direction et des RH. Hein, François, je pense que c'est important de redonner du temps à ces managers de proximité. On n'est pas si loin que ça finalement maintenant des entretiens annuels dont on va reparler tout à l'heure. Et je pense que dans ces entretiens annuels, il y aura un focus particulier autour du rôle, des missions du manager de proximité. Peut-être faudra-t-il redéfinir un petit peu ses missions. En tout cas, à défaut de redéfinir ses missions, redéfinir un certain nombre de ses priorités en termes de comportement, hein, et satisfaire ce besoin de reconnaissance de nos managers de proximité. Pourquoi? Parce que de la douche froide dont parlait tout à l'heure mon ami François, de la douche froide en passant par le rôle de contorsionniste que je vous expliquais tout à l'heure, ou plus exactement de couteau suisse du management. C'est vrai qu'on attend énormément de choses de la part de nos managers de proximité. Eh bien, le manager de proximité, lui, il peut crier un petit peu à l'aide, il peut avoir besoin d'outils pour mieux faire son métier et adapter ses pratiques. Alors concrètement, le quoi, François, c'est quoi?
Alors en fait, ce qu'on va vous proposer rapidement, si vous voulez, c'est de rebalayer un petit peu quelles sont les postures du manager. Je pense que les postures, c'est vraiment important de les retravailler dans cet esprit, dans cette situation, et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut adapter ces postures. On peut adapter des outils pour vous aider, enfin quelques idées d'outils à ces postures. Quatre grandes postures managériales. Une posture, enfin 5 grandes postures managériales qui sont des postures actives, et puis une posture un peu plus passive qui est la posture centrale, c'est celle de l'accompagnement. On va vous les détailler maintenant l'une après l'autre et voir comment est-ce qu'on peut faire pour accompagner cette période de sortie de crise avec ces grandes postures. Première posture, la posture de guide. C'est quoi un guide? C'est celui qui montre la direction, hein, et c'est celui qui entraîne les autres. Vous voyez, le guide en haute montagne, c'est celui qui incarne la possibilité du rêve commun, c'est-à-dire, on va parler de leadership charismatique. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour accompagner nos managers aujourd'hui, nos managers de proximité en particulier, à incarner la mission, la vision commune de l'entreprise, de manière à pouvoir finalement incarner dans leur être finalement une certaine forme de stabilité et surtout celui en qui on peut faire confiance pour atteindre l'objectif commun. Alors, qu'est-ce que tu proposes concrètement, concernant donc cette étape, je pense il va falloir d'une part effectivement remettre un mot important au cœur des échanges et de tout ce qui se passe dans la vie du manager de proximité. Ce mot, c'est communiquer. Hein. Je rappelle que communiquer, ça vient du latin communicare, mettre en commun. C'est vrai que là, en particulier, il va falloir que ce manager de proximité soit en capacité avec ses équipes de mettre en commun un petit peu ce qui s'est passé. De pouvoir libérer un petit peu la parole. Donc, ça va passer par un managenda. Alors, le managenda, c'est bien sûr l'agenda du manager. Un managenda, non pas qui, sur le fond ou sur la forme, va changer de façon radicale. On est bien d'accord pour dire qu'un manager, quel qu'il soit, manager de proximité, bien sûr, évidemment, c'est quelqu'un qui a conscience qu'il doit avoir dans son temps de management à la fois des temps individuels et des temps collectifs. Je dis souvent, c'est pas parce que des gens sont collectivement motivés qu'ils le sont individuellement, mais ce n'est pas non plus parce qu'ils sont individuellement motivés qu'ils le sont collectivement. Donc, les deux temps du management, François, sont importants, des temps individuels et des temps collectifs. Je pense qu'il va falloir resserrer un petit peu cet agenda. Il va falloir sûrement permettre, pour une période assez longue, permettre à nos équipes de s'exprimer un petit peu plus, de pouvoir évacuer ce stress qui s'est accumulé pendant quelques mois et que véritablement nous ayons des managers de proximité qui sont au plus proche de leurs équipes. Alors évidemment, ça part du principe qu'on va encourager les retours d'expérience, on va encourager les temps collectifs où chacun peut d'une certaine manière dire un peu comment il a vécu cette période et comment surtout il a envie de rebondir, dans quelle équipe, nouvelle équipe il a envie de maintenant s'inscrire et travailler. Ça part aussi du principe que, je disais tout à l'heure, on est proche des entretiens annuels et dans ces entretiens annuels, forcément, le manager de proximité va cette année peut-être plus que les autres années s'en servir pour faire un audit de motivation, c'est-à-dire comment ça va, comment ça se passe dans ces équipes, quelle est la température, peut-être revoir aussi certains objectifs parce que les choses ont un petit peu bougé et peut-être que les objectifs à une certaine période ne sont plus les objectifs de maintenant. Ce manager de proximité, il va aussi s'en servir pour savoir peut-être qu'est-ce que les gens aujourd'hui dans son équipe attendent de son management. Alors évidemment, cet outil, l'entretien annuel, il va falloir en particulier, je m'adresse au DRH, au RH, j'ai envie de dire, il va falloir les aider véritablement à voir cet outil d'une manière peut-être un petit peu différente, peut-être aussi voir quelles sont les évolutions sur les supports à entreprendre, comment peut-être on réfléchit davantage sur des priorités. Alors évidemment, quand on se fixe des objectifs ou des priorités pour l'année à venir, on parle d'objectifs chiffrés, mais on parle aussi de comportement. Sur quel comportement peut-être aujourd'hui on va davantage évaluer la performance de nos collaborateurs? Alors je vous prie de m'excuser, évidemment c'était la posture de l'accueil ici, donc nous allons maintenant passer à la posture du guide. Je me suis trompé dans la posture du guide. Donc qu'est-ce que tu proposes du coup Alors sur cette idée du guide, ce que j'ai envie de vous dire, alors je vais être volontairement un petit peu brutal, mais ne m'en veuillez pas, je dirais c'est pour faire avancer les choses. J'ai envie de vous dire vraisemblablement, là je m'adresse au DRH, je m'adresse aux personnes qui sont dans l'équipe de direction, j'ai envie de vous dire vraisemblablement nos projets d'entreprise sont obsolètes.
Vraisemblablement, aujourd'hui, les projets que nous avons construits, alors quand je dis sont obsolètes, évidemment pas complètement, mais une partie en tout cas, où certains volets de notre projet d'entreprise vont être un petit peu obsolètes, et on peut imaginer que il ne prend pas complètement en compte les nouvelles aspirations. Alors, on sait bien qu'un projet d'entreprise, c'est un certain nombre de choses, mais dans ce projet d'entreprise, on travaille en général sur les ambitions des collaborateurs, et vraisemblablement, les ambitions de nos collaborateurs, elles ont changé. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quelle relecture peut-être on fait de notre projet, et puis comment on redonne du sens finalement à nos équipes, parce que évidemment, François, on est bien d'accord pour dire que le projet d'entreprise doit donner lieu aussi à des projets d'équipe. Il doit se décliner ainsi dans le projet d'équipe. Et évidemment, un des conseils qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est d'accompagner vos managers si le projet d'entreprise n'est plus vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, à bâtir un projet d'équipe. Hein. Voilà, je pense que c'est très important qu'ils déterminent un petit peu quel est le besoin du client interne même, hein, et retravailler sur des visions, des ambitions, des priorités, une mission, des principes, des valeurs, voilà, avec un certain nombre d'indicateurs qui permettront finalement à chaque collaborateur de se projeter. En fait, l'idée, c'est vraiment d'aider le manager à aider ses collaborateurs à relever la tête. C'est arrêter, entre guillemets, hein, bien sûr, de se regarder le nombril pour se remettre dans une dynamique collective pour aller de l'avant. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, François, par rapport à ça, c'est que dans beaucoup d'entreprises, je reviens juste un tout petit peu en arrière, dans beaucoup d'entreprises, effectivement, la partie vision, ambition et priorité, c'est ce que travaille le comité de direction, hein, c'est les grandes orientations de la stratégie. Moi, j'ai envie de dire que vraisemblablement, aujourd'hui, avec ce qui s'est passé dans les équipes, il faut davantage solliciter nos collaborateurs sur les priorités et les actions à mettre en place pour qu'ils s'approprient complètement ce projet. Encore une fois, projet avec de nouvelles aspirations, avec de nouvelles envies, avec de nouvelles façons de travailler. Hein, le télétravail en fait partie, mais je pense qu'effectivement, tout ça est très lié à un moment donné à ce projet et comment finalement on mène ensemble des actions positives pour aller pour œuvrer à quelque chose. Pour œuvrer à quelque chose. Et de commun, exactement. Alors la posture du conseiller, c'est laquelle? C'est le conseiller, c'est celui qui effectivement valide les compétences, valide que chacun a les bons outils pour bien travailler, j'allais dire au bon moment. Hein. On est plutôt sur les savoir-faire et les savoir-être. Voilà, donc on va être finalement dans quelque chose qui va être d'accompagner nos managers à trouver la juste posture. On a mis une liste ici que je te laisse peut-être expliquer. Jean-Luc? Oui, alors effectivement, dans ce rôle de conseil, vérifier les compétences. Je disais tout à l'heure, effectivement, on a finalement aujourd'hui, et je l'entendais encore ce matin dans un interview où on interrogeait une personne du service RH et qui disait aujourd'hui, on recrute bien sûr des compétences, mais on recrute surtout des savoir-être, et c'est de ça surtout dont on a besoin. Hein. On parle des soft skills, évidemment, et c'est vrai que on a besoin aujourd'hui dans nos équipes de personnes qui sont en capacité peut-être, je ne sais pas, je parlais tout à l'heure de résilience, je parlais tout à l'heure de qualité, d'agilité, de capacité aussi peut-être à gérer le stress, parce qu'effectivement, le monde a changé énormément avec cette crise et a montré qu'on avait besoin de gens solides dans notre équipe. On a bien sûr besoin, encore une fois, de compétences, mais on a besoin de gens solides. Alors, ces compétences que l'on vérifie tout au long du parcours, et je parlais tout à l'heure de l'entretien annuel qui sert en partie à ça, le recrutement évidemment qui va également prendre en considération ces éléments et sur lesquels on doit là aussi aider à redéfinir peut-être les fiches de poste, peut-être à redéfinir les profils en tout cas que l'on souhaite intégrer, et puis comment à un moment donné on met en place des parcours d'intégration dans lesquels les gens se sentent bien finalement, parce que c'est vrai qu'avec cette crise du Covid, eh bien, on a pu avoir des gens qui se posaient des questions, et quand les gens se posent des questions, c'est rarement les bonnes. Voilà. Ensuite, le plan de formation, oui, et puis identifier. Alors les ressources, c'est intéressant cette idée d'identifier les ressources. On ne demande pas au manager jamais, hein, à un manager de tout savoir, évidemment, il ne peut pas être omnicompétent. Ceci dit, ce qui est intéressant, c'est qu'il sache où aller se renseigner si un collaborateur a une difficulté. On voit par exemple avec le télétravail, beaucoup de problèmes de connexion informatique. Voilà, le manager ne peut pas, lui, gérer tous ces problèmes-là. Donc c'est important qu'il puisse renvoyer chaque collaborateur vers la personne compétente de manière à, alléger le poids pour lui et évidemment alléger le poids pour le collaborateur pour qu'il puisse trouver des solutions. Posture suivante, qui est une posture importante évidemment, c'est la posture du régulateur. Alors si ça veut bien venir, je ne sais pas si ça va venir. Je pense que c'est dans ce sens-là. J'ai une souris qui me fait des...
Voilà, réguler. Qu'est-ce que c'est que réguler? Réguler, c'est fixer les règles du jeu en réalité. Donc, fixer un cadre pour sécuriser. Le rôle du régulateur, il est extrêmement important parce que c'est là où va s'exercer le pouvoir finalement du manager. On voit bien que dans la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, ce pouvoir doit s'exercer avec beaucoup de délicatesse. Il ne s'agit pas de développer une posture autoritaire, mais il s'agit quand même de fixer un cadre suffisamment sécurisant pour pouvoir garantir l'efficacité et puis éventuellement recadrer ceux qui sortent du cadre. On voit qu'aujourd'hui, l'autorité a un peu changé. Enfin, j'ai un client qui m'a dit l'autre jour, je vous le livre comme tel, entre guillemets, aujourd'hui, mes managers, ils ont peur, quoi. Et donc, ils ont peur parce qu'ils ont le sentiment qu'à chaque fois qu'ils font quelque chose, ça peut leur être reproché. Donc, il faut aussi sécuriser cette fonction managériale en refixant un cadre qui protège tout le monde, en réalité. Oui, puis les règles du jeu, là aussi, ont un petit peu changé. C'est-à-dire qu'entre le travail en présentiel, le travail en distanciel, ça va peut-être à un moment donné nécessiter aussi de remettre en place un certain nombre de règles du jeu avec l'équipe sur qu'est-ce qu'on fait dans telle ou telle situation, Bien quand sûr. on est en présentiel, quand on est en distanciel en particulier. Comment on travaille. Évidemment, la base, le postulat, c'est le postulat de la confiance. Ouais. On sait bien que dans le management, c'est une des conditions essentielles pour que ça fonctionne bien. Ouais. Mais c'est effectivement, cette confiance, elle ne doit pas se faire de n'importe quelle manière. Et puis, tu disais très bien, François, le management, y compris en période de crise, peut-être d'ailleurs surtout en période de crise, c'est un parfait équilibre entre la reconnaissance qui est essentielle, qui est le moteur, qui est le carburant, et puis l'exigence que l'on peut avoir qui permet de se remotiver à un moment donné et de reprendre un petit peu pied avec la réalité. Parce que on ne voudrait pas non plus que vous ayez dans vos équipes des gens qui sont un petit peu hors sol et un peu déconnectés de la réalité. Donc l'écoute, l'écoute n'est pas une écoute polie, c'est une écoute attentive, c'est une empathie, je dirais, active, mais qui permet de redéfinir aussi un cadre et de redéfinir un certain nombre de règles. On parlait tout à l'heure, excuse-moi François, on parlait des valeurs aussi. Alors les valeurs évidemment qui sont inscrites dans tous les projets d'entreprise, sûrement qu'il sera intéressant à un moment donné de se poser la question de la traduction des valeurs et de comment chacun les interprète. Oui, des principes et des valeurs. Voilà. Et n'oubliez pas aussi, évidemment, dans les cadres de la régulation, de faire appel aux juristes, enfin, toutes les personnes compétentes, parce que malgré tout, vous voyez, par exemple, le télétravail, on l'a fait de manière relativement brutale parce qu'on n'avait pas le choix, mais ça correspond quand même à un certain nombre de règles et de lois qu'il faut respecter, et donc vérifier la conformité, parce que je pense que l'inspection du travail va mettre son nez dans ces affaires-là, et donc il est important d'être en conformité. Posture suivante, c'est la posture d'associant. Bah ouais, cette posture d'associant, elle est évidemment elle surplombe un petit peu l'ensemble des autres, mais prendre le temps de travailler à la co-construction, à l'intelligence collective. Je crois que c'est le grand défi du moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour remotiver, alors en plus de ça, si vous avez des collaborateurs qui travaillent à distance, pour pouvoir assurer cette motivation et garder ce lien, il va falloir que chaque collaborateur trouve un petit bout de soi-même dans les solutions qu'on va mettre en place. Donc voilà, beaucoup de travail sur l'intelligence collective. C'est ça. Et aider nos managers, effectivement, à avoir les bons outils, là aussi, les bonnes pratiques pour pouvoir, à un moment donné, animer des ateliers d'intelligence collective. Parce que, bon, on peut avoir, effectivement, suite à tout ce que l'on vient de vivre, un certain nombre de problématiques ou un certain nombre de problèmes un peu récurrents au sein des entreprises. Ce qui devient essentiel, c'est d'avoir un manager qui est un manager aussi en capacité de résoudre les problèmes de son entreprise, en capacité, à un moment donné, de faire émerger des solutions de la part de ses équipes. On n'est plus dans un rôle, même si encore une fois, on disait tout à l'heure, il y a un cadre, il y a des règles, on n'est plus dans un rôle où on impose les choses, on n'est plus dans un rôle où effectivement on essaye d'associer un maximum nos collaborateurs aux décisions. Et d'ailleurs, on le sait bien, plus ils sont associés à un certain nombre de décisions, plus ils en sont largement acteurs. Voilà, également associer, ne pas oublier d'associer les managers, ne pas oublier d'associer évidemment la hiérarchie des services support. Voilà, je suis perdu excusez-moi, je suis perdu dans les slides. On va se retrouver, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est notre souris qui nous fait pas. Voilà, réguler, associer. Voilà, donc impliquer les services support, impliquer la hiérarchie, impliquer les services aux alentours. Voilà, l'étape suivante, évidemment, c'est accompagner. Voilà, c'est ce qu'on va appeler la posture du manager coach. Vous savez qu'on est très attaché au lien de subsidiarité, c'est-à-dire que la seule personne légitime pour faire le boulot, le travail, c'est la personne à qui on l'a confié. Donc, il ne s'agit pas non plus d'être trop présent. Il faut absolument travailler à redonner de l'autonomie et à redonner leur responsabilité aux managers de proximité et aux collaborateurs ensuite. Voilà, donc c'est très important à un moment de se mettre un peu en retrait. Ceci dit, se mettre en retrait, ça veut dire rester disponible. Voilà. Aujourd'hui, il est important que les managers puissent
trouver à qui parler en cas de difficulté. Et je vous assure qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident. Voilà. J'ai dernièrement expérimenté ça dans une entreprise où j'ai eu la chance d'animer un groupe d'analyse de la pratique managériale. On n'a pas beaucoup analysé la pratique managériale. Par contre, j'ai été le récipiendaire de beaucoup de frustrations et de demandes face à des managers N+1 qui font au mieux, je peux vous assurer, pour bien les connaître, mais qui sont parfois malheureusement eux aussi compressés puisqu'ils sont aussi managers de collaborateurs. Donc, prenons vraiment le temps de se rendre disponible, de se mettre à l'écoute. Par exemple, dans certaines entreprises, on a développé des cellules d'écoute. Je pense que c'est une bonne pratique. Et aidons nos managers de proximité, encore une fois, à développer une posture de manager coach, c'est-à-dire de personnes qui sont en capacité de se mettre un peu, alors ce qu'on appelle dans le coaching la position basse, c'est-à-dire à un moment donné d'être à l'écoute et puis de faire émerger, encore une fois, les réponses, de faire émerger les solutions de l'équipe. Je pense que c'est ça qui contribuera à un moment donné à un réengagement. C'est comment nous tirons un certain nombre d'enseignements, mais comment nous tirons un certain nombre d'enseignements de ce qui s'est passé en rendant nos collaborateurs plus acteurs et en renforçant, en musclant un peu nos managers de proximité. Alors, on a été sûrement un petit peu bavard parce que je vois que nous avons déjà dépassé les 45 minutes d'intervention. Bon, alors, dans les choses où vous avez pu intervenir ou dans les questions que vous posez, est-ce que concrètement, il faudra modifier les supports d'entretien annuel? Vraisemblablement, sûrement que ça fera partie des choses. C'est peut-être pas les choses prioritaires, c'est peut-être pas ce qui va être le plus urgent, mais sûrement que ça fait partie, à un moment donné, des questions qu'il faudra se poser. En tout cas, les entretiens annuels, concrètement, tels qu'ils vont être construits cette année, ne seront pas exactement les mêmes. On le disait tout à l'heure que ce que l'on a pu connaître dans les années précédentes. Oui, donc vous nous avez précisé que c'était le 17 mars en fait, et non pas le 19. On a dit oui, autant pour moi. Bon, très bien. J'ai pourtant marqué le 17. Merci. Donc c'est Christelle, je crois, qui nous a fait la réflexion. Quelle marge de manœuvre a un manager de proximité donc pour questionner le projet d'entreprise? J'ai envie de dire qu'on a forcément… C'est une très bonne question. C'est une question importante parce que le manager de proximité, il n'a pas de marge de manœuvre pour questionner le projet d'entreprise, si ce n'est l'adapter à son service. Ceci dit, le manager de proximité, il est chef de service. Il a une équipe et donc il peut développer un projet d'équipe. Donc, je crois qu'il faut vraiment inciter les managers à vraiment… Alors, s'il y a un projet d'entreprise, évidemment, il faut se servir du projet d'entreprise pour l'intégrer et développer un projet d'équipe. Mais il ne faut pas hésiter à prendre le temps de développer un projet d'équipe, voilà, en identifiant qui sont nos clients internes, quels sont leurs besoins, comment est-ce qu'aujourd'hui on remplit ce besoin, quelles sont éventuellement leurs attentes et leurs désirs complémentaires, comment est-ce qu'on peut le faire et finalement développer une vision un peu innovante finalement de sa manière de faire. Il faut redonner une dynamique. Vous voyez, il y a deux types de pratiques. Il y a les pratiques, je dirais, dans lesquelles on est dans des procédures et des processus et c'est extrêmement statique et très frustrant. Et honnêtement, si en plus de ça, les collaborateurs ne sont pas sur le site et n'arrivent pas à développer un sentiment d'appartenance, on va les perdre. Ils vont s'isoler, finalement faire un boulot dans lequel on ne comprend pas le sens de ce qu'on fait. Finalement, c'est très frustrant. Si vous arrivez à créer une dynamique collective en redonnant du sens et en reprojetant dans quelque chose d'utile, clairement, le vrai, le bien, le beau, le bon, à ce moment-là, vous allez avoir des collaborateurs qui vont s'engager dedans. En tout cas, vous leur donnez une chance. Ça. Donc oui, le projet d'équipe peut être une bonne solution. Le sujet est passionnant, mais le sujet est donc très vaste, comme vous l'avez compris. Bon, j'espère qu'on a su vous transmettre notre passion, vous donner quelques idées pour alimenter votre réflexion dans l'accompagnement des managers de proximité. Merci. Bon, il ne s'agissait pas de faire évidemment une formation en 45 minutes, mais plutôt comme on disait en préambule, se donner quelques idées et revoir peut-être quelques-unes de nos priorités. On vous remercie à toutes et à tous. Merci d'avoir été là. Donc, on vous souhaite une prochaine fois. Très bientôt. TGS, il y a d'autres webinaires à arriver. Il y a des webinaires qui arrivent. Merci à vous et à très bientôt.